Hi, good morning, good afternoon, colleagues. Bonjour, bonsoir, chers collègues, où que vous vous trouviez, bienvenue à ce webinaire technique du réseau Attach, l'Alliance donc pour une alliance transformatrice sur le climat et la santé. Notre première séance se déroule ce matin et la deuxième aura lieu à 15h30, heure de Genève, pour pouvoir accueillir tous les participants intéressés du monde entier. Nous avons des présentations très intéressantes prévues au programme. Quelques considérations d'ordre pratique avant toute chose. Sachez que l'interprétation est disponible aujourd'hui vers l'arabe et le français. Il vous suffit de cliquer sur l'icône interprétation en bas de votre écran avec une icône monde et vous pouvez choisir votre langue de prédilection. Les exposés seront prononcés donc par chaque intervenant. Nous demandons aux intervenants de s'exprimer près de leur micro et à ceux et celles qui souhaitent demander la parole de le faire en cliquant sur demande à la parole en bas de votre écran aussi. Nous allons écouter notre collègue Darmid Campbell-Landrum de l'OMS. Merci beaucoup. Je me réjouis de pouvoir ouvrir ce webinaire. Et comme vous le savez, ce webinaire s'inscrit dans l'action de l'Alliance Attach pour une action transformatrice sur le climat et la santé. Notre ordre du jour est très large. L'Alliance s'intéresse aux impacts positifs que nous pouvons avoir pour réduire notre empreinte carbone dans les activités liées à la santé. Et dans ce mandat très large, il apparaît clairement que l'OMS et les autres partenaires ne peuvent pas progresser en faisant cavalier seul. La force de Attach dans la centaine de pays partenaires de l'Alliance cherche à renforcer l'expertise des acteurs qui œuvrent dans ce sens. Nous travaillons dans davantage de détails sur le plan technique pour renforcer notre expertise afin de répondre aux questions que nous nous posons sur le sujet de l'empreinte carbone dans nos activités. Il y va de la protection de la santé des populations et de la façon dont les établissements de santé peuvent se saisir de ce défi dans la bataille contre les effets sur la santé du changement climatique. De nombreux services de santé exigent de l'énergie, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Il faut aussi s'assurer que toutes ces actions ne produisent pas davantage d'émissions de carbone que nécessaire. Et c'est ainsi que nous répondons aussi à la question des déchets et de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Ce sont les deux sujets clés de notre webinaire d'aujourd'hui. Il est impossible de pouvoir compter sur des services de santé efficaces sans les établissements de santé durables, sans l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et pour obtenir tous ces résultats escomptés, eh bien, il faut miser sur des outils durables, sur des établissements de santé qui s'attachent à générer moins d'émissions de carbone. Il s'agit là d'un défi de taille. La question qu'on se pose, c'est celle du long terme. Les changements climatiques posent déjà des problèmes sérieux dans nos sphères et nous devons nous demander comment améliorer les soins de santé dès aujourd'hui, au sein de la gestion des déchets, mais aussi de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Nous devons nous demander comment réduire les coûts d'opération tout en réduisant également les émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme vous le savez,
Vous l'avez vu sur l'ordre du jour, nous avons à la fois des exposés techniques de très grande qualité qui viennent et qui seront présentés par des experts de l'OMS, mais aussi des situations de pays, des expériences nationales qui nous seront présentées par nos collègues dans les bureaux locaux. Je me réjouis donc de pouvoir ouvrir ce webinaire et je vous rends la parole, chers collègues. Merci beaucoup, Darmid. Merci pour cette présentation et merci d'avoir jeté les bases de notre travail. Avant de donner la parole au pays, je pense que nos collègues de l'OMS aimeraient présenter les outils existants à disposition des établissements de santé. Elena, je vous en prie. Elena est donc chef du secrétariat de l'Alliance Attach. Je vous en prie, Elena. Merci beaucoup. Diapo suivante, s'il vous plaît. J'aimerais vous donner une vue d'ensemble rapide des outils qui sont déjà à votre disposition, outils fournis donc par l'OMS et qui permettent une résilience vis-à-vis des changements climatiques de nos activités de soins de santé. Sur cette diapositive, vous voyez les différents risques que présente le changement climatique. Les établissements de santé peuvent souffrir de différents impacts, d'abord sur le plan de la santé et puis sur le plan du fonctionnement même de ces établissements. Vous le savez, les établissements de santé sont à l'origine d'une proportion non négligeable des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Bien sûr, ce chiffre change d'un pays à l'autre. Et l'idée n'est pas de pointer du doigt les établissements de santé, car bien sûr, il s'agit là d'acteurs essentiels pour assurer une bonne santé des populations. Toutefois, ces établissements sont également responsables de leurs émissions de gaz à effet de serre, émissions qui elles-mêmes ont des conséquences sur la santé des populations. L'OMS, comme vous le savez, travaille depuis longtemps dans ce domaine. Les pays qui feront des exposés dans la journée nous présenteront leur expérience en la matière et leur expérience de coopération avec l'OMS pour ce qui est de la résilience vis-à-vis des changements climatiques et de la durabilité des systèmes de santé. La durabilité sur le plan environnemental a été intégrée dans les objectifs de base des systèmes de santé. L'objectif est donc d'atteindre la résilience vis-à-vis des changements climatiques pour ces établissements. Ce que vous voyez sur le schéma de droite, c'est une approche plus concentrée qui s'articule autour des établissements de santé. Et d'un côté, nous reconnaissons 4 domaines d'action dans lesquels il faut se mobiliser pour pouvoir atteindre cette résilience. Donc nous avons la main-d'œuvre, l'énergie, les infrastructures, les technologies et les produits de santé. Pour ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement. Et puis nous avons bien sûr l'eau, l'assainissement et l'hygiène, ainsi que la gestion des déchets. Et nous ne pouvons pas oublier ce dernier aspect qui est essentiel. Lorsque vous travaillez dans un établissement de santé, il est essentiel de garder un œil sur ces 4 aspects, tout en gardant présent à l'esprit que les changements climatiques ont des conséquences directes sur la santé des populations. Ici, nous avons un cadre qui présente les risques et les vulnérabilités des établissements de santé. Nous avons bien sûr les dangers climatiques, les sécheresses, les crues, les différents événements extrêmes de santé qui peuvent avoir des conséquences sur les établissements. Et nous avons aussi les vulnérabilités que présentent ces établissements. Et quand on associe la vulnérabilité au risque, on a un résultat d'objectifs et de stratégies. Ma collègue Maggie Montgomery, qui est responsable de la gestion des établissements de santé, vous expliquera plus avant les problématiques et les enjeux, mais
Si on rencontre un problème d'accès aux établissements de santé à cause des changements climatiques, eh bien cela aura bien sûr des conséquences négatives sur les populations en matière de soins de santé. Pour identifier les vulnérabilités, nous avons une liste précise qui a été établie pour pouvoir venir en aide aux établissements de santé afin que ces derniers puissent évaluer leur niveau de vulnérabilité et leur point de vulnérabilité. Par exemple, si vous êtes responsable d'un établissement au Kenya, eh bien, grâce à ce guide, vous pouvez identifier très clairement les points les plus préoccupants et les risques potentiels qui peuvent vous concerner. Voici un résumé, une infographie de ce qu'on retrouve dans ce texte. Par exemple, d'un côté, vous avez les températures en augmentation. Vous voyez les conséquences sur les différents domaines, donc les 4 domaines que j'ai présentés tout à l'heure. Vous avez les conséquences sur l'eau en cas d'inondation, par exemple, et différents types de crises qui peuvent avoir des conséquences sur vos établissements de santé. Les interventions, à présent, sont également l'objet de lignes directrices de l'OMS, avec encore une fois nos 4 domaines principaux. Ces interventions doivent s'adresser directement aux vulnérabilités identifiées dans la première phase pour résoudre ces problématiques spécifiques. Là encore, on retrouve des exemples d'interventions dans ce texte, tant sur le plan de la vulnérabilité au changement climatique que sur la question de la durabilité. Voici un exemple de ce que vous retrouverez dans ces lignes directrices. Le type d'intervention, vous avez des objectifs précis pour chaque intervention. Et ici, dans le cas de la gestion des déchets et de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, eh bien, vous retrouvez différentes clés. Un plan de gestion en cas de sécheresse, un plan de gestion en cas d'inondation, etc. Même chose ici pour la durabilité et les solutions pour consommer et émettre moins d'émissions de carbone. Nous avons plusieurs exemples avec, par exemple, l'eau en bouteille à préférer ou pas en fonction des situations, etc. Comme vous le savez, ces actions s'inscrivent dans les objectifs de l'Alliance ATTACH, qui contient maintenant 105 pays et plus de 100 partenaires qui nous permettent de mettre en œuvre nos activités. L'Alliance s'est réunie en décembre dernier pour partager les différents renseignements, identifier les priorités observées dans les pays et pour mettre en œuvre les mécanismes qui ont été imaginés et qui s'articulent autour des communautés de pratique qui ont été mises sur pied. Nous avons 4 priorités thématiques. L'une concerne la résilience vis-à-vis des changements climatiques, la durabilité. Ensuite, nous avons les systèmes d'alerte précoce informés sur le plan climatique et la surveillance. Troisièmement, la finance. Et quatrièmement, la nutrition, la santé et l'action climatique. Ce plan est un peu différent car il est plus large, car les communautés de pratique vont permettre d'obtenir davantage de soutien sur le plan technique. Cela permettra d'accompagner les pays de plus près dans la mise en œuvre et dans les interventions calculées sur la base des besoins. Il s'agit là d'une opportunité d'associer la communauté de pratique aux activités déjà à l'œuvre sur le terrain. Maggie parlera plus précisément de la question de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène. Donc ici, on
sort un petit peu des 4 thèmes que je vous ai présentés au début, qui sont très précis. Les communautés de pratique s'intéressent, pour leur part, à ce qui a déjà été fait, ce qui fonctionne dans votre pays, ce qui peut être amélioré. Et cela permet donc de progresser sur la base des besoins précis et locaux. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Elena. Merci d'avoir présenté le travail de l'Alliance. Merci d'avoir expliqué les enjeux de la durabilité et de la résilience vis-à-vis des changements climatiques. Je vais maintenant donner la parole à Maggie Montgomery, qui est responsable de l'unité WASH, eau, assainissement et hygiène donc de l'OMS. Merci beaucoup. Bonjour et bonsoir où que vous vous trouviez. Je vais lancer mon exposé. Je souhaitais souligner d'abord un aspect et merci à Darmid d'en avoir parlé tout à l'heure. Si les bases ne sont pas en place, eh bien, on ne peut pas fournir des soins de santé de qualité. Bien sûr, c'est notre objectif. Donc, lorsqu'un patient se tourne vers les établissements de santé, eh bien, il doit obtenir cette assistance. Ici, vous constatez qu'un établissement sur 4 dans le monde n'a pas assez d'eau, une infrastructure d'assainissement et d'hygiène qui n'est pas assez mise en place, ce qui pose problème pour les services, notamment de nettoyage et aussi de l'accès à l'électricité. Cet accès limité à ces infrastructures de base représente un risque pour 1,8 milliard de personnes dans le monde qui risquent plus que les autres de développer une maladie. Depuis 2015, certains taux et certains objectifs de santé stagnent, notamment la santé maternelle, avec les décès maternels qui, pour 70% d'entre eux, ont lieu en Afrique subsaharienne. Mais tout n'est pas si préoccupant. Nous pouvons voir également du côté de ce qui se fait que des interventions sont possibles, qu'elles sont tout à fait atteignables et qu'elles permettent de limiter les risques immédiatement, tout en atténuant les émissions de gaz à effet de serre. Je ne vais pas tout présenter dans le détail, mais sachez que nous travaillons avec les pays pour mettre en œuvre la mise en place de citernes élevées, par exemple, surélevées pour pouvoir protéger ces ressources, la réutilisation d'eau usée pour l'irrigation. Vous voyez sur les illustrations ici que ce système de canalisation doit être amélioré. 40% des pertes en eau viennent de ce type d'installation et donc il s'agit là d'un problème relativement facile à résoudre. Il suffit de faire appel à un plombier et de réinstaller la canalisation avec de nouveaux équipements. À chaque fois qu'on rencontre des problématiques relatives à l'eau, il faut établir un ordre de priorité avec notamment les questions de services essentiels, prioritaires, et de nettoyage. Plusieurs alternatives d'approvisionnement en eau sont disponibles. Et parfois, lorsque la canalisation n'est pas sécurisée, eh bien, il faut choisir autre chose. Par exemple, on a la solution des camions-citernes qui, par contre, est très gourmande en émissions de gaz à effet de serre. Nous avons aussi toutefois d'autres solutions comme les pompes manuelles et la collecte d'eau de pluie, ainsi que d'autres matériels qui peuvent être mis en œuvre de manière plus facile, avec notamment des systèmes de forage qui peuvent être mis en place. Alors l'eau en bouteille, bien sûr, ça représente une empreinte carbone importante avec une utilisation de plastique à usage unique qui n'est pas préférable. On peut aussi préférer des systèmes de traitement de l'eau sur place. On peut utiliser des systèmes de traitement au chlore avec 0,2 mg par litre de chlore. On peut aussi réduire les émissions de carbone
avec différents systèmes d'utilisation de l'eau sur place. Notre rapport a été l'occasion de tester 51% des produits existants sur le marché. Et quelle que soit la technologie de votre choix, il faut toujours bien étudier la littérature et l'impact sur les pathogènes. Voilà quelques exemples. Donc nous avons le chlore, le circuit chloré, nous avons l'exfiltration, l'ultrafiltration par membrane ou encore le système de traitement de l'eau, un système de traitement chimique donc de l'eau. Certaines solutions sont très simples, par exemple surélever les toilettes, mais il faut aussi s'assurer que ces toilettes sont toujours accessibles pour les personnes à mobilité réduite, pour les femmes enceintes. Les fosses septiques sont également une solution qui permettent de réduire les risques. Il faut s'assurer que les eaux usées ne sont pas en contact avec les sources d'eau de la région. Mais pour cela, il faut s'assurer que les fosses septiques soient bien isolées, ce qui les protège contre les risques liés aux inondations, par exemple. Quelques conclusions maintenant. Je reviendrai aussi sur ce qu'Elena a dit. Les communautés de pratique, et notamment celles qui concernent les établissements de santé durables et résilients sur le plan du changement climatique, c'est un texte très important pour toute la communauté et pour les professionnels qui s'intéressent à l'eau, à l'assainissement, à l'hygiène, parce qu'on y retrouve des éléments sur l'eau, sur l'électricité. La dernière résolution des Nations Unies qui est en cours d'examen aujourd'hui, justement, elle s'intéresse à ces questions-là. Vous pouvez retrouver des données dans ces textes qui sont cités à l'écran et vous voyez ici où en sont les discussions sur ce sujet. N'hésitez pas à visiter aussi le site washdata.org ainsi que le portail général des connaissances sur la question de WASH et des déchets, washinhcf.org. Vous retrouverez des feuilles de route à ce sujet et nous allons écouter l'Éthiopie aujourd'hui en particulier sur ce point. Merci beaucoup. Merci Maggie de nous présenter les interventions de base. Je vous propose que nous passions à notre intervenant suivant qui va nous parler de la gestion des déchets et de la réduction des émissions de carbone dans les pratiques. Sourout, je vous en prie. Merci Méga. Nous sommes un partenaire de l'Alliance Attache. Nous avons établi un programme de santé à l'occasion de la COP26 et nous avons publié des outils dans plusieurs langues également et tout est disponible sur notre site. Donc HCWH. Nous avons la hiérarchie des déchets que vous connaissez probablement qui permet de prioriser les interventions de gestion des déchets. C'est une excellente façon d'établir une structure pour notre discussion. Commençons, si vous le voulez bien, par les systèmes de traitement et de mise au rebut des déchets. Le premier message, c'est d'éviter au maximum l'incinération. L'objectif de ces technologies, L'objectif donc de l'incinération, c'est de transformer tous les déchets en dioxyde de carbone. Et donc il s'agit là d'une solution hautement polluante. L'incinération à haute température, cela demande énormément de carburant supplémentaire également. Et il faut également utiliser des dispositifs de contrôle de la pollution de l'air. Cela coûte de l'argent et cela consomme de l'énergie. Donc, il s'agit d'une empreinte carbone de 949 kg de dioxyde de carbone, ce qui est énorme. À titre d'exemple et de contraste, l'autoclave
présentent un tiers de cette empreinte carbone. Ce n'est pas la solution idéale non plus, car les gaz produits sont également polluants. Le gouvernement américain a défini que l'autoclave était l'une des sources les plus polluantes et l'une des activités les plus consommatrices d'énergie. Donc il est important de trouver des solutions. Comme je le disais, l'autoclave présente un tiers, une empreinte carbone qui représente seulement un tiers de celle de l'incinération. Il y a également l'utilisation des fours à micro-ondes, qui encore une fois n'est pas idéale, mais qui permet quand même d'utiliser, de se débarrasser des déchets de manière plus économe. Et puis il y a aussi les solutions biologiques par biodigestion. C'est une option qui est très rarement utilisée et qui peut être très utile. Of waste and blood-borne pathogens. Le méthane est ensuite capturé pour devenir du gaz de cuisine. Mais pour l'instant, il est revendu à 2 centimes pour servir de gaz de cuisine, mais avec l'augmentation des prix, il pourra être vendu beaucoup plus cher. Il est nécessaire de réduire les déchets tout en passant à des technologies bas carbone. Éliminer les produits qui ne sont pas nécessaires et réutiliser les produits essentiels. Que ce soit les substances chimiques, que ce soit les produits réutilisables. Aux États-Unis, 2 tiers de l'empreinte carbone de la chirurgie est liée aux produits jetables, notamment les équipements de protection individuelle. 15 milliards de gants sont produits chaque année, de gants jetables, mais près de la moitié n'est pas nécessaire. Et là, c'est un domaine dans lequel nous pourrions réduire les déchets et l'empreinte carbone. Pour ce qui est de la réutilisation, aux États-Unis, l'utilisation de masques l'an dernier a représenté le fonctionnement de 76 centrales à charbon. Avec le Covid, il y a eu des initiatives à la suite du Covid visant à utiliser moins de masques. Il va falloir mettre l'accent à nouveau sur ces initiatives. Retraiter, réparer et recycler, ça c'est la catégorie suivante. Beaucoup de dispositifs médicaux sont à usage unique, c'est-à-dire que les hôpitaux n'ont pas le droit de les réutiliser. Un projet récent visant à recycler des cathéters d'ultrasons a permis d'économiser du CO2 et cela a également permis de réduire le coût de ces dispositifs de près de 40%. Les hôpitaux doivent brûler des déchets médicaux parce qu'ils n'arrivent pas à les traiter par autoclave. Il est également important de recycler les déchets. « 85% des déchets médicaux sont similaires aux déchets ménagers. 60% peuvent être recyclés. L'expérience du Népal nous a montré qu'il est possible de recycler 30% des déchets, que 30% des déchets peuvent être biodigérés et 30% peuvent être donc mis au rebut.
le plastique recyclé mécaniquement n'a que 10% de l'impact carbone du plastique neuf. Donc ça, c'est également important. Diapo suivante. Nous devons refuser, repenser et reconcevoir. Ça, c'est quelque chose qui doit se faire au niveau national. Toutes ces interventions ont un impact, mais si on veut vraiment avoir un impact plus fort, il faut repenser l'ensemble de la chaîne. Malheureusement, heureusement, les options à bas carbone sont également les plus économiques. Donc, cela montre qu'il y a un avenir dans ces technologies. Pour certains produits, il est plus simple de les traiter sur site, mais pour d'autres, il faut les envoyer à des centres de traitement et cela permet de centraliser le traitement et le recyclage des déchets venant de différents hôpitaux. Il est très important de former l'ensemble du personnel, pas seulement le personnel médical et infirmier, mais également toute la direction. Il est également important de se doter d'indicateurs de gestion des déchets et de les intégrer au système d'information de la gestion de la santé afin de pouvoir se concentrer sur cette question en tant que priorité. Merci. Merci beaucoup, Ruth. Merci, Maggie, d'avoir planté le décor avec les ressources et les problèmes. Nous allons à présent passer aux présentations de pays. Notre première intervenant nous vient de la République démocratique populaire Laos. Et la présentation sera donnée par Dr Viengkan Piksov, directrice générale adjointe au ministère de la Santé. Elle sera accompagnée de Hasuren Oyuntogos. Chers collègues au Laos, vous avez la parole. Vous pouvez allumer votre micro et nous partagerons les diapositives pour vous. Bonjour Elina. Merci de nous donner la parole. J'espère que vous m'entendez. Oui, nous vous entendons très bien. Bonjour à toutes et à tous. System of the climate change resilience and migration decision. Nous allons vous présenter la manière dont le Laos développe des systèmes de gestion des déchets bas carbone et respectueux du climat. L'objectif, c'est de montrer que des solutions évolutives pertinentes permettent d'améliorer la sûreté environnementale, réduire les émissions, renforcer le respect de la réglementation et renforcer la résilience des systèmes de santé à l'heure où les phénomènes climatiques s'intensifient. Des systèmes de gestion des déchets de la santé qui soient solides sont essentiels pour protéger les communautés, préserver les services essentiels et soutenir les stratégies nationales environnementales et climatiques. Diapo suivante. Yes. Back one slide. Go back, please.
Amen. Alright ก่อน overview ก่อน yes yes sorry the Thai and the success healthcare with current with generation drastic health and environmental risk associated. La majorité des hôpitaux sont dotés de services de traitement des déchets. Mais seulement une partie d'entre eux sont aux normes en matière de ségrégation, de traitement et de mise au rebut en toute sécurité. Ces déficiences sont plus présentes dans les zones rurales où l'infrastructure est limitée. Il est important de comprendre cela pour comprendre où des investissements et des innovations ciblées peuvent accélérer les progrès. Diapo suivante. L'objectif national est d'atteindre 80% de gestion des déchets de la santé avec 20% gérés en toute sécurité. Aujourd'hui, plus de 80% des hôpitaux centraux et des hôpitaux provinciaux atteignent les objectifs minimaux en matière de gestion des déchets. Ces chiffres sont à mettre en perspective avec les 45% d'hôpitaux de district et 4% des centres de santé qui les atteignent. Cela montre à la fois les progrès des centres de soins de haut niveau et le besoin d'accélérer les progrès pour ce qui est des hôpitaux de district et des centres de santé. Car c'est là que les risques en matière de gestion des déchets et les impacts climatiques sont souvent les plus importants. Les estimations récentes ont montré que les centres de santé génèrent entre 500 grammes et 1 kg de déchets par patient par jour, avec environ 15-20% de ce chiffre qui sont des déchets dangereux le volume des déchets augmente d'environ 5% par an en raison de l'augmentation des demandes de soins et de la croissance de la population. Cela met en lumière le besoin de systèmes solides de gestion des déchets. Diapo suivante. Depuis 2014, le ministère de la Santé a mis la priorité sur le développement des politiques WASH, des stratégies et sur l'élaboration de normes environnementales des centres de soins. Il a également travaillé à des réglementations relatives à la gestion des déchets de santé. En 2017,
Il a adopté la méthode WashFit pour mettre en œuvre les normes et les réglementations WASH au niveau des centres de santé. Depuis juillet 2020, le ministère de la Santé a élargi la mise en œuvre de WashFit en la combinant avec un ensemble complet d'interventions pour des établissements de santé qui soient sûrs, propres et verts. À partir de cela, la stratégie nationale sur le changement climatique et les programmes de santé ont mis l'accent sur le renforcement des capacités, ainsi que sur la gestion des déchets durables. Ces établissements de santé sûrs, propres, verts et résilients sur le plan climatique ont été réalisés dans une approche intégrée, en renforçant le WASH, en insistant sur la séparation des déchets, le traitement, le nettoyage, la désinfection et en renforçant l'infrastructure et la formation du personnel. Au Laos, plus de 125 hôpitaux de district dont 100% des hôpitaux centraux et des hôpitaux provinciaux ont été soutenus entre 2022 et 2025. Cette initiative est à présent élargie aux centres de santé dans tout le pays. Parmi les principaux résultats, on pourra citer la création du programme de formation nationale, la mise à niveau des établissements de stockage des déchets, l'installation d'autoclaves pour le traitement des déchets infectieux et coupants, l'amélioration de la gestion des déchets coupants et les infrastructures qui leur est dédiée, l'élaboration de normes pour les centres de traitement des déchets, la mise en place de tri des déchets, de collecte et de transport en interne, ainsi que la fourniture de stockage et d'équipements, ainsi qu'un système de suivi de routine. À présent, nous disposons d'orientations et d'indicateurs nationaux. Diapo suivante, s'il vous plaît. Les technologies respectueuses de l'environnement, innovantes, comme les autoclaves, les 3 R ont été utilisés. Des conteneurs pour les déchets biodégradables sont mis
mises à l'essai au Laos pour réduire l'empreinte carbone. Des études de cas de pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure montrent que c'est quelque chose de faisable et que cela apporte des avantages coûts-bénéfices ainsi qu'une durabilité opérationnelle. Intégrer ces technologies demande des investissements préalables, mais apporte des avantages à long terme sur le plan de l'environnement et de la santé. Les produits recyclables ont été collectés, mais des contraintes demeurent, comme le peu d'acheteurs pour les produits recyclés dans les districts ruraux, ainsi que le coût opérationnel des systèmes de gestion des déchets organiques. Mais les avantages environnementaux et en matière de sûreté sont clairs. Mais les financements manquent pour ce qui est du personnel chargé de la gestion de ce système de gestion des déchets alimentaires. Diapo suivante. En résumé, on dira que le Laos a effectué des progrès significatifs en matière de normes nationales et de diffusion à grande échelle de WASH et de gestion des déchets des centres de santé, et ce dans tous les établissements de santé. Nous avons utilisé des fonds climatiques et nous avons mis en œuvre des mesures visant à rendre la gestion de ces déchets résiliente sur le plan climatique tout en réduisant les émissions de gaz carbonique et la pollution. Cela a montré les progrès accomplis en matière de normes et de politiques dans le pays. Et des efforts se poursuivent au niveau du ministère de la Santé afin d'améliorer les infrastructures, les opérations et le suivi et la gestion, ainsi que le personnel à différents niveaux. Pour la suite, nous avons 5 axes stratégiques. Tout d'abord, mettre à jour la réglementation et les orientations, développer le concept sûr, propre, vert, et les établissements de santé résilients sur le plan climatique, renforcer l'économie circulaire, le recyclage et la réduction des déchets, nous allons également quantifier les avantages sur la santé des efforts d'atténuation climatique tous les 5 ans, et nous allons mettre à jour les composantes relatives à ces questions dans les plans nationaux. Nous allons également établir un système de suivi d'évaluation robuste. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, docteur, de nous avoir présenté la situation au Laos. Nous allons à présent changer de continent et passer à l'Éthiopie. Nous avons nos collègues du ministère de la Santé
d'Éthiopie, Monsieur Misganao Tewachev, Beza Kibret et Waltaje Tafakutanim. L'Éthiopie, vous avez la parole. And So again, thank we you would so be, much. It's yeah, a great pleasure. yeah, we hear you clear. Yeah, please go ahead. Okay. So it's a great pleasure to be here. Bonjour, c'est un plaisir que d'être parmi vous pour faire cet exposé au nom de l'équipe éthiopienne. Je suis rejoint par mes collègues Beza Kibret et Waltaji de l'OMS. Nous allons vous présenter les systèmes de gestion des déchets de santé à bas carbone. Alors, tout d'abord, un point sur les sites, sur la gestion des déchets dans les établissements de santé et la feuille de route associée. Nous avons un manuel de gestion des déchets de la santé qui en est à sa 2e édition. Et il y a également des projets financés par la Banque mondiale. Selon le rapport JMP 2024, il a été nécessaire de mettre en œuvre le plan national WASH ainsi que d'établir une feuille de route relative à la gestion des déchets qui cible la réduction de l'empreinte carbone dans les établissements de santé éthiopiens. Cela promeut une infrastructure résiliente sur le plan climatique ainsi que l'efficience énergétique et le traitement sûr des déchets. Nous voulons également passer à des technologies non incinératives et renforcer le contrôle des émissions des incinérateurs. La feuille de route vise également à réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en sauvegardant la santé publique. Pour ce qui est de la présentation d'ensemble de la feuille de route, eh bien, celle-ci a 4 objectifs stratégiques assortis d'interventions. Le premier objectif stratégique, c'est la couverture WASH universelle dans les établissements de santé. Cela vise à ce que tous les établissements de santé puissent disposer d'adduction en eau fiable et inclusive, d'assainissement, de systèmes d'hygiène et de gestion des déchets d'ici 2034. Deuxième objectif stratégique, gestion des déchets de la santé sûre et durable. Il s'agit là d'introduire des pratiques normalisées en matière de réduction, de tri, de collecte, de traitement et de mise au rebut dans tous les établissements de santé et également promouvoir les technologies non incinératives comme par exemple les autoclaves ou la désinfection chimique tout en réglementant l'usage d'incinérateurs. Troisième objectif stratégique, promouvoir l'infrastructure résiliente sur le plan climatique et l'infrastructure verte. L'idée est de rénover les établissements avec des technologies efficientes en énergie, permettant d'économiser l'eau et d'émettre peu de carbone en visant les sites WASH, l'infrastructure de santé et la chaîne d'approvisionnement. Et il s'agit également d'intégrer des énergies renouvelables comme le solaire ou le gaz naturel dans les opérations, le fonctionnement des centres de santé. Et quatrième objectif, renforcer les politiques, la réglementation et la gouvernance, notamment en établissant des mandats institutionnels clairs
pour le ministère de la Santé, les autorités régionales et autres, et développer une autorité de contrôle réglementaire indépendante pour ce qui est des émissions et de la gestion des déchets. Diapo suivante. 5e objectif, c'est le renforcement des capacités du personnel. Il s'agit là de former le personnel, les personnes qui manipulent les déchets, ainsi que les techniciens WASH et les personnes chargées de la gestion des déchets. Nous allons également introduire un système de certification. 6e objectif stratégique, suivi, évaluation et reddition de comptes. Nous allons mettre en place des systèmes visant à suivre notamment les volumes des déchets, les niveaux de service et les émissions à l'aide de différents systèmes de suivi et de vérification. Nous allons également mener des audits réguliers afin de veiller à la transparence du système. Ensuite, financement et partenariat, ça c'est un point essentiel. Il s'agit de mobiliser des ressources de différentes parties prenantes, comme par exemple la Banque mondiale, les fonds climatiques et le secteur privé, afin de mettre en place des systèmes durables de wash et de gestion des déchets. Nous encourageons également les modèles de partage des coûts et les partenariats publics-privés pour mettre à niveau les infrastructures. Et dernier point, participation des communautés et communication relative aux risques. Il s'agit là de sensibiliser à la manipulation sûre des déchets et à la santé environnementale et d'impliquer les communautés pour améliorer la qualité de service. Ici, nous avons donc le manuel de gestion des déchets. Nous avons plusieurs domaines d'action avec la ségrégation des déchets, les options de traitement, les normes pour les incinérateurs, le renforcement des capacités et les sauvegardes environnementales. Ce manuel précise des options de traitement spécialisées, l'utilisation des micro-ondes, l'autoclave, la désinfection chimique, ainsi que l'incinération. The regulatory system and also the incinerator standard. It included the dual chamber systems and also the environmental. Des renforcements de capacité, les activités doivent être conformes avec les normes qui sont édictées et les normes de sécurité. Le renforcement des capacités contient également les formations pour les agents de santé sur la ségrégation des déchets, sur la gestion de ces derniers et sur les technologies de traitement qui soient sûres. Ce manuel précise différents moyens de réduction des déchets et d'une gestion plus optimisée également. Et cela reflète différentes problématiques. Ça s'adresse également aux défis de verdissement des établissements de santé. La ségrégation est vraiment le point d'orgue de ce document et vous y retrouverez de nombreux conseils. Les projets qui ont été financés par la Banque mondiale sont notamment des projets qui ont eu lieu sur le campus médical de Roa et des laboratoires nationaux de référence. Et il s'agit de lignes directrices en matière de protection de l'environnement, de santé et de sécurité, pour s'assurer que les incinérateurs sont conformes aux normes internationales. Voici les défis principaux. Nous avons d'abord la pollution de l'air et les émissions.
De nombreux incinérateurs en activité ne contiennent qu'une seule chambre d'incinération. Il existe aussi des unités à basse température qui produisent des émissions de dioxine, de furane et de différentes particules polluantes également. Les normes d'émission sont trop peu souvent respectées. Il est important de réaliser l'entretien des incinérateurs très régulièrement. Les parties et les composantes de l'équipement sont malheureusement parfois trop peu fiables, avec des opérations qui ne sont pas systématiquement sécurisées. Nous avons des activités aux échelons régional et infranational. Nous avons identifié également que le manque de suivi des mécanismes rendait la mise en œuvre de ces normes trop inégale. Dans les soins de santé primaire, on constate que l'utilisation de nombreux produits plastiques et le manque d'organisation dans la ségrégation du traitement de ces déchets rend également l'empreinte carbone un peu plus élevée. Il est important de renforcer le cadre réglementaire et d'investir dans des technologies de non-incinération. La résilience des infrastructures vis-à-vis des changements climatiques est l'objectif principal et pour cela, il faut mettre à jour ces infrastructures pour ce qui est de la gestion des déchets et sur le plan climatique. Les ressources financières doivent être plurielles pour assurer une durabilité, une pérennité de ces principes. La participation de toutes les parties prenantes est essentielle. Les établissements eux-mêmes doivent se saisir de ces politiques. Nous proposons une voie orientée autour de 3 éléments principaux. À court terme, nous conseillons de mettre à jour les incinérateurs, surtout lorsque les appareils de contrôle de la pollution et de la sécurité biologique sont nécessaires et où la mise à jour est urgente. À moyen terme, il faut intensifier l'utilisation des technologies de non-incinération, tant dans les hôpitaux de deuxième recours que dans les hôpitaux urbains. Et sur le long terme, il faut institutionnaliser la réglementation indépendante, continuer de financer régulièrement ces mécanismes et de les surveiller. Merci pour votre attention. Merci à nos collègues de l'Éthiopie pour cet exposé très éclairant. Vous avez présenté les défis que vous rencontrez en matière de gestion des déchets de santé. Vous avez parlé de la transition vers des pratiques à faible consommation de carbone. Vous avez parlé de plusieurs problématiques très éclairantes. Parlons maintenant du Népal. Nous allons parler de la transition vers une gestion des déchets, des déchets générés par les soins de santé sans incinération et sans déchets. Je vous propose de poster vos questions dans la boîte de dialogue pour qu'on puisse vous répondre par écrit. So over to you, Dr. Sudaran. Thank you. Merci beaucoup, méga. Est-ce que je peux piloter mes diapositives moi-même? Oui, oui, c'est possible. Uh,
Am I audible? It's visible? Yes, audible and visible both. Yeah, thank you, thank you. But can you put it on the yeah. presentation mode or change the display setting? Okay, I will. Maybe the other screen. I think that you have two screens. Display settings and then If you go to the display settings on the top and then change them. If you click the arrow on display settings right at the top, then you can switch which. Vous pouvez passer aux diapositives. Pour l'instant, nous voyons vos notes. Yeah, otherwise, yeah, you can display from there. Je vous laisse diffuser mes diapositives vous-même alors. Okay, maybe Amalia, do you want to share the slides then? Okay, okay, now it's coming. Now is it okay? Okay, again going. Yeah, it's fine. We can go ahead. It's Est-ce qu'on est toujours en mode de présentation? Oui. Nous voyons vos notes. Okay, Amalia, do you want to share your screen then? Of course. how it is. Yep, perfect. Now now. it is perfect. Okay, thank you, thank you. Sorry for delaying. Yeah, thank you to organize. Désolée pour le retard. Merci beaucoup d'avoir organisé cette réunion et de me donner l'opportunité de m'exprimer sur l'expérience du Népal en matière de gestion des déchets médicaux. Nous nous dirigeons vers des technologies sans incinération pour la gestion de nos déchets. Je vais vous présenter d'abord les éléments de base et les problèmes que nous rencontrons. Puis je vous présenterai les avancées que nous avons réalisées. Je vous présenterai les stratégies que nous avons adoptées et quelques exemples de réussite. Commençons par quelques illustrations qui vous présentent la réalité de nombreux établissements de pays à revenus intermédiaires de la tranche inférieure. Vous voyez ici quelques images où vous voyez que des animaux sauvages viennent évoluer autour de ces déchets. Parfois, ce sont des personnes aussi qui s'en approchent et malheureusement, ces déchets sont parfois tranchants, dangereux. Et ce sont des scènes qu'on peut retrouver un peu partout lorsque le contrôle n'est pas mis en place. Malheureusement, c'est une réalité qui concerne encore de nombreux hôpitaux. Après des efforts constants de la part des partenaires du développement, nous avons réussi à commencer la ségrégation des déchets avec différents contenants de différentes couleurs. Mais vous voyez que malgré cela, eh bien, les déchets se retrouvent au même endroit. Ils sont brûlés à ciel ouvert ou parfois dans des fournaises comme celle que vous voyez à l'écran. Et cette méthode était considérée par les autorités comme une solution, même si elle n'est pas la meilleure. Et dans de nombreux cas, on peut considérer que cette situation est très préoccupante et dangereuse, mais pour les autorités, eh bien, le problème est réglé puisque les déchets ont été incinérés. Like that, but now it has been improved. Le système a été amélioré depuis. Comme vous le voyez ici, en 2019, nous avons réalisé un rapport de base sur ce sujet au Népal et dans d'autres pays pour comparer donc la situation de notre pays par rapport aux autres pays les moins avancés. Et vous constatez que la gestion des déchets n'était vraiment pas optimale. Les déchets de base
ne sont pas assez bien triés et mis au rebut, puisque le pourcentage des services mis en place pour la gestion des déchets n'est que de 1%. Et donc, auparavant, on ne séparait pas les déchets médicaux. Et la situation a évolué depuis, ce qui est très inspirant et encourageant. À Katmandou, les hôpitaux ont fait figure de pionniers. Ils ont montré comment le tri de ces déchets sur site pouvait permettre de rendre les hôpitaux plus sûrs, plus propres. Et la ségrégation, le traitement, la collecte de ces déchets permet de meilleurs résultats sur le plan hygiénique. Vous voyez ici que de nombreux éléments ont pu être réutilisés, les éléments plastiques notamment, tout ce qui ne passe pas à l'autoclave, ces éléments-là ont été réutilisés pour des ateliers d'artisanat pour les patients notamment. Ici, nous avons le système de compostage des produits à base de coton. Et les photos présentées ici vous montrent comment les déchets sont séparés, triés et ensuite déplacés dans différentes directions avec le biogaz comme solution en particulier. Un documentaire a été réalisé à ce sujet qui présente que 30 000 roupies par mois ont été générées par ce nouveau système de gestion et 79% des déchets ont été triés avec succès et traités ensuite au gaz naturel. Les hôpitaux régionaux ont pu se réunir dans une réunion qui a eu pour point principal sur son ordre du jour la gestion des déchets dans les hôpitaux, réunion qui s'est tenue donc à Katmandou. Et de nombreux hôpitaux ont pu suivre cet exemple. L'interprète déplore qu'un deuxième micro est allumé et on entend un deuxième intervenant. Et donc seul le plus grand hôpital de Katmandou était concerné à l'origine, et puis la pratique a été présentée dans d'autres établissements en tant qu'exemple. Vous voyez sur ces images les résultats du tri. Ces déchets ont pu être recyclés et on a pu éviter de les brûler, ce qui a donc évité de générer des émissions de gaz à effet de serre. L'objectif est bien sûr d'améliorer la gestion des déchets médicaux. Le processus a commencé en 2002 avec le soutien de l'OMS. Les lignes directrices en matière de gestion des déchets ont été publiées. Et puis en 2014, notre gouvernement a approuvé ces lignes directrices. Vous voyez ici le texte à l'écran, mais on ne s'est pas arrêté là puisqu'en juin, le Népal a entériné, le gouvernement népalais a entériné les lignes directrices en matière de gestion de déchets en cas d'urgence, avec le contexte de la pandémie de Covid-19. Le Népal a figuré parmi les quelques pays qui ont publié des lignes directrices officielles en la matière. En 2021, nous avons mis sur pied une autre série de lignes directrices autour des normes et des procédures d'activité
pour la gestion des déchets à l'échelon national cette fois. Et encore une fois, c'était grâce à l'aide de la Banque mondiale. Ces lignes directrices sont alignées sur les normes internationales puisqu'il s'agit de modes opératoires normalisés qui ont été établis. Ces lignes directrices s'articulent autour des objectifs de la sobriété en carbone, de nouvelles technologies et surtout des technologies de non-incinération. L'empreinte carbone et les questions de maintenance sont au cœur des préoccupations qui motivent ces modes opératoires. La résilience face au changement climatique est également le principe fondateur de ces normes. Vous voyez ici notre plan divisé en étapes. Nous avons tout d'abord une étape de diagnostic, d'évaluation de la disposition des hôpitaux et des établissements de santé vis-à-vis de la gestion des déchets médicaux, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène, ainsi que de la lutte anti-infectieuse. Puis, on s'intéresse à l'équipement, à l'infrastructure. Donc, on observe les infrastructures et le matériel utilisé, l'autoclave, les poubelles employées, les types de seringues notamment. Et puis à partir de là, on établit une liste d'interventions en matière de gestion des déchets médicaux. L'évaluation est établie à la fin pour s'assurer que l'établissement de santé devient résilient sur le plan face au changement climatique. En 2023, entre 2019 et 2023, nous sommes passés de ce 1% de gestion des déchets à 12%. Et la gestion de base des déchets est donc bien plus satisfaisante aujourd'hui qu'au début de l'activité. Les déchets qui n'étaient recyclés qu'à hauteur de 1% au début des années 2000 sont maintenant mieux gérés et mieux recyclés, à hauteur de 13%. Un cas encourageant qui est celui de l'hôpital universitaire Tribhuvan présente différentes activités et projets prometteurs. Les progrès ont été réels grâce à l'aide aussi de l'OMS et d'autres partenaires. Nous avions un point focal au sein de l'hôpital dont la mission était de présenter les exemples d'intervention qui pouvaient faire la différence. Donc, nous avons le recyclage, le traitement des déchets, la mise au rebut sans incinération, des systèmes anaérobiques, la biodigestion et d'autres exemples ont été présentés pour améliorer la gestion des déchets. Comme troisième exemple de réussite, nous avons ce texte publié par l'OMS, l'analyse mondiale de gestion des déchets de santé dans le contexte de la Covid-19. Et là encore, le Népal a présenté son exemple de gestion des déchets avec notamment tout le matériel associé au vaccin contre la Covid-19
ce matériel a été traité au micro-ondes, ce qui permet de mettre au rebut ces éléments sans incinérer. Nous avons utilisé l'autoclave, puis séparer, ségréguer les déchets, puis nous avons pu recycler ce qui pouvait l'être. Et c'est grâce à l'utilisation du micro-ondes que nous avons pu décontaminer le matériel. Le système est très agile et cela a permis non seulement de recycler une partie des éléments de manière tout à fait sécurisée. Le Népal a grandement avancé et nous espérons devenir bientôt le premier pays à atteindre ses objectifs en matière de gestion des déchets. Nous avons plusieurs objectifs, notamment de faciliter les politiques, les normes et les cadres juridiques pour s'aligner sur les normes mondiales et les lignes directrices proposées par l'OMS. Nous avons différents textes de l'OMS que nous suivons de près pour verdir nos établissements de santé et s'éloigner au maximum de l'incinération. Deuxièmement, l'objectif d'intégrer nos activités et la préoccupation climatique dans les programmes de santé et de lutte contre le changement climatique. Les contributions fixées au plan national sont un élément important et la gestion des déchets doit se faire dans l'objectif de résilience vis-à-vis des changements climatiques. Nous sommes partis d'une situation très préoccupante. Nous avons traversé la pandémie de Covid-19 et cette pandémie a eu un effet catalytique sur nos activités. Elle a accéléré l'attention, l'investissement et les innovations dans les systèmes de gestion des déchets de santé. Nous avons pu mobiliser les hôpitaux, le ministère de la Santé et de la Population autour de ces enjeux et les résultats sont au rendez-vous. L'engagement est manifeste et nous avançons vers ces objectifs très clairement fixés. Nous utilisons également le soutien technique et le renforcement des capacités pour pouvoir planifier nos activités avec un travail fondé sur des données probantes. Docteur, je vous invite à conclure car nous avons d'autres intervenants qui attendent. Oui, je ne vais pas réexpliquer ce qui a été présenté déjà plus tôt. Ce sont les objectifs de gestion des déchets dans les établissements de santé. Voici la carte de notre pays et des 3 hôpitaux principaux concernés par ces activités. La mise en œuvre systématique de ce projet s'est articulée autour de 3 phases. Donc d'abord l'évaluation, avec l'observation sur les sites grâce à des questionnaires, la quantification des déchets générés en une journée et les évaluations de niveau de pollution. Ensuite, nous avons dans la deuxième phase le travail d'amélioration des activités. Troisième phase, renforcement des capacités et sensibilisation du public. Et dans la troisième phase, nous nous sommes intéressés aux étapes à suivre et à l'intensification de nos efforts. Je vous remercie pour votre attention et pour conclure, j'aimerais dire que ce projet crèche est très prometteur et qu'il est important de le renforcer. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Soudan. C'était très utile de voir des exemples concrets du cas du Népal. Je vais maintenant donner la parole à Amy. Merci, Méga. Nous avons maintenant un exposé de la part des experts
techniques de l'OMS et des 3 pays qui viennent de faire leur présentation. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais nous pouvons quand même écouter quelques questions. Si vous avez des questions à nous poser, nous pouvons donner la parole aux représentants des pays. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez poser une question. J'en lis une dans le chat de la part de Daniel qui s'adresse à l'équipe de l'Éthiopie. Daniel, souhaitez-vous poser votre question à l'oral? Nous ne vous entendons pas, Daniel. Je peux lire la question si vous le souhaitez. Dan demande s'il existe des établissements de santé ou des hôpitaux spécifiques qui mettent en œuvre des services de santé